appelée la mosaïque canadienne. Car les immigrants venus au Canada depuis les premiers temps ne se fondent pas en un bloc monolithique comme cela se dit de la population américaine. Ils ont davantage tendance à vouloir préserver les valeurs que représente leur culture. Quand on émigre vers une terre étrangère vaste comme un continent, n'est-il pas naturel de vouloir rester groupé et de tenir à ces valeurs qui nous rassurent? En 1867, quelques leaders de la politique canadienne partagent cette vision d'une nouvelle nation regroupée d'un océan à l'autre. Cette nation épouserait les valeurs britanniques afin de demeurer distincte du grand voisin américain. À la tête du grand rêve canadien, John A. Macdonald, premier ministre du Dominion du Canada, et Georges-Étienne Cartier, son homologue du Québec. Pour construire cette grande nation, il faudra peupler son immense territoire. À cette époque, le Canada compte à peine 3 millions d'habitants, répartis principalement entre la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario. À part les Indiens, il n'y a qu'une poignée de gens dans le futur Manitoba, des Blancs ou des Métis qui font le commerce des fourrures. La Colombie-Britannique compte une petite colonie isolée du reste du continent par les monts Selkirk et les Rocheuses. Selon la loi des Blancs, la terre de Rupert, qui constitue l'ensemble du territoire des futures provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et des territoires du Nord-Ouest, appartient à la Compagnie de la baie d'Hudson. Cette immense terre est habitée par des autochtones de différentes nations. Leur vie sociale, économique et spirituelle repose en grande partie sur la chasse. Les Indiens des plaines chassent surtout le bison, mais on retrouve d'autres gibiers jusque dans les zones nordiques les plus éloignées. C'est dans la région centrale que vient d'acheter le Canada qu'on désire installer des colons blancs. Il faudra donc négocier avec les Indiens le droit de construire un train pour les amener jusque-là. Pour les Indiens des plaines, le bison est sacré. On le chasse et on le vénère à la fois, car de lui dépend rien de moins que la vie des tribus. Les Métis aussi comptent largement sur le bison pour assurer leur subsistance. Les Blancs qui viennent dans l'Ouest tuent les bisons par milliers. Des chasseurs incomparables comme le célèbre Buffalo Bill peuvent en abattre jusqu'à 200 au cours d'une seule journée de chasse. À une certaine époque, on n'en prélevait que la langue, un mets très recherché par les riches de Montréal ou de Boston. Le reste pourrissait sur place sous les yeux incrédules des Indiens scandalisés. Autour de 1876, le bison avait disparu des plaines. Leurs ossements seront transportés par train aux États-Unis pour en extraire du phosphate qui servira ensuite d'engrais aux fermiers blancs des prairies. Ainsi, ce qui n'avait pas nourri les Indiens contribuerait à soutenir l'effort de colonisation des Blancs dans l'Ouest canadien. La disparition du bison défait le mode de vie des Indiens. Par conséquent, ils ne sont pas en position de force pour négocier ni l'installation du chemin de fer, ni l'arrivée chez eux de colons par milliers. C'est dans ces conditions d'affaiblissement et à la suite de plusieurs traités que les Indiens se verront confinés dans des réserves qui représentent à peine 3% de leurs anciens territoires. En échange, ils seront libres d'y exercer leur mode de vie traditionnel basé sur la chasse ou encore de se faire fermiers. En vertu du traité numéro 7 signé en 1877, chaque famille a droit à un peu d'argent et l'espace d'1 000 carrés de territoire. Le gouvernement leur a fourni des semences, une bête de labour, mais une seule charrue par bande entière d'Indiens. En
En cas de besoin, il leur promet des vivres et des soins médicaux livrés par le train. Voilà donc les Indiens à toute fin pratique, dépendant du gouvernement et du chemin de fer. Sentier de fer, un énorme cheval de feu est apparu. Il rugissait comme un démon et sa bouche crachait de grands nuages de fumée. J'ai fui aussi vite que j'ai pu. J'avais peur qu'il m'attrape et me tue. Je fuyais encore lorsque j'ai entendu des rires. Je me suis arrêté pour voir d'où il venait. Alors, j'ai vu le cheval de feu tirer plusieurs maisons assises sur des roues attachées les unes aux autres. Chaque maison était remplie d'hommes, de femmes et d'enfants. Chaque nouveau tronçon du transcontinental que Van Horn construit fait pousser une nouvelle colonie blanche. Indiens et Métis sont pour protester au gouvernement que le cheval de feu divise les réserves, fait fuir le gibier et met le feu au pâturage des chevaux. Ils crient dans un désert que l'on peuple de sourds. On empiète sur la réserve d'abord, quitte à négocier ensuite. En 1882, le chef crie « Piapo » et ses guerriers arrachent les jalons des arpenteurs de la voie ferrée sur plus de 60 km. La révolte est vite réprimée par la gendarmerie royale. La détermination des Blancs à coloniser l'Ouest amérindien ne venait pas seulement d'un sentiment patriotique. Il y avait cette détermination de faire du Canada une nation viable et indépendante dans le continent nord-américain. Un pays bien distinct des États-Unis et qui devait donc construire sa propre économie. Pour y parvenir, il devait fixer un tarif douanier élevé pour empêcher la pénétration de produits américains bon marché et dont la concurrence nuirait au développement industriel du Canada. Cela voulait dire aussi qu'il fallait créer un marché pour cette industrie canadienne. Par conséquent, il était nécessaire de développer le reste du pays. On percevait alors l'Ouest comme une terre qui serait peuplée de nombreux immigrants. Il fournirait les matières premières nécessaires aux industries de l'Est et consommerait les produits finis provenant de l'Est. Voilà pourquoi l'Ouest devait être colonisé. Et finalement, pour permettre les échanges entre l'Est et l'Ouest, on avait besoin du chemin de fer. Toutes ces raisons, bien imbriquées les unes dans les autres, ont motivé la création du pays. Sur le plan de la technologie, les Blancs sont les plus forts. Ils le sont aussi sur le plan des armes. Le grand chef des Pieds Noirs, Crowfoot, qui a déjà visité l'Est du pays, le sait. Il sait que ce qu'il a devant lui en négociant, ce ne sont pas quelques fusils, quelques soldats ou un simple train. C'est l'irrésistible pression d'une population plus nombreuse que la sienne en marche vers son statut de nation à part entière. C'est aussi cette irrésistible pression d'une entreprise privée commerciale qui contribue à la caisse électorale du parti au pouvoir. Le gouvernement n'aura pas de mal à faire la sourde oreille quand les intérêts privés de ses généreux donateurs seront en jeu. Il y avait une contradiction fondamentale dès le départ. Les compagnies ferroviaires étaient censées être l'instrument de construction du pays, mais elles étaient aussi des entreprises privées, d'abord motivées par le profit. Et quand ces deux ambitions entraient en conflit, c'était toujours l'intérêt privé qui remportait la mise, naturellement. La compagnie ferroviaire voulait faire de l'argent. Bien souvent, l'ambition de bâtir une nation cédait le pas à l'intérêt économique. Pour le Canadien Pacifique, l'immigration représente une formidable manne. La compagnie anticipe des profits sur toute la ligne. Son champ d'action est vaste. Transport des futurs colons par bateau ou par train. Hôtellerie et restauration. Vente de terrain. Transport vers l'ouest d'outillage agricole et de matériaux de construction, de produits de l'Est canadien ou importés.
transport vers l'Est de produits fermiers de l'Ouest, du grain, de l'élevage, du minerai. De plus, selon l'entente qu'il a avec le gouvernement en retour de la construction du transcontinental, le CP ne paie aucune taxe sur ses installations et détient le monopole exclusif du transport ferroviaire de sa ligne jusqu'aux États-Unis. Devant un pareil Eldorado à portée de main, les intérêts d'une poignée d'Indiens que l'on estime de toute façon au déclin ne pèsent pas lourd. Le grand pacifisme dont on louange Crowfoot lorsqu'il signe les traités avec les Blancs n'a d'égal que sa prévoyance devant la tornade blanche qui s'annonce et qu'il sait inévitable. Crowfoot signe la paix sur les conseils du très influent père Lacombe, pour qui le salut des Indiens passe par leur assimilation totale au mode de vie des Blancs. Le petit Thomas More est allé à l'école du père Lacombe. Le résultat est évident, sauf qu'on ne saurait dire s'il a été consenti ou forcé. Le père Lacombe ira jusqu'à suggérer au ministre des Affaires indiennes de priver de rations alimentaires les parents qui ne lui confient pas leurs enfants. Mieux encore, il recommandera qu'on leur achète ceux qui se montrent doués et intelligents, craignant de les voir quitter l'école. L'ancienne rumeur de guerre des tambours autochtones semblait bien s'être éteinte sous les coups répétés de la grosse caisse électorale. Votre prochain rendez-vous.